Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Partout dans le monde, différentes cultures créent un merveilleux mélange de coutumes et de traditions. Chaque culture a quelque chose d'unique, mais certaines tribus se distinguent encore plus par leurs rituels étranges et fascinants. Nous vous présentons aujourd'hui des tribus aux traditions parmi les plus insolites qui soient. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. La tribu Woda Abe, également connue sous le nom de Mbororo, est un sous-groupe du peuple Fulani et vit principalement dans la région du Sahel en Afrique de l'Ouest, notamment au Niger et au Tchad. Traditionnellement nomades, ces éleveurs de bétail dépendent fortement de leur bétail pour leur subsistance. L'un des aspects les plus fascinants de la culture Woda Abe est le festival Gerewol, un rituel de séduction annuel et une compétition entre hommes, Woda Abe. Ce festival a généralement lieu à la fin de la saison des pluies et est souvent qualifié de concours de beauté masculine. Les jeunes hommes Woda Abe portent des costumes élaborés, se peignent le visage traditionnellement et se parent de bijoux et de plumes. Ils exécutent des danses et des chants synchronisés en longue file pour attirer l'attention des femmes par leur charme et leur endurance. Pendant le festival Gerewol, il est possible pour un homme de voler la femme d'un autre homme. Cela n'est pas perçu comme une trahison ou une hostilité, mais plutôt comme un moyen de nouer de nouvelles relations et de renforcer les liens familiaux de la tribu. Cette pratique est ancrée dans les traditions polygames de la tribu, où les relations entre hommes et femmes sont plus fluides que dans de nombreuses autres cultures. Les femmes, y compris les femmes mariées, sont libres de choisir un nouveau partenaire si elles sont attirées par sa beauté ou son charisme. Les hommes considèrent souvent comme un honneur de pouvoir voler des femmes, et certains se vantent même du nombre de femmes qu'ils ont conquises au cours de leur vie. Numéro 19. La tribu Dogon du Mali, en Afrique de l'Ouest, réside principalement le long de l'escarpement de Bandiagara, une région de falaises de grès au Mali. Selon la mythologie Dogon, il existe un lien profond avec le système stellaire Sirius, en particulier avec Sirius B, la naine blanche qui orbite autour de Sirius A, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Les Dogons prétendent depuis longtemps connaître Sirius B, une étoile invisible à l'œil nu et découverte seulement en 1862 par les astronomes modernes à l'aide de télescopes. Ils font également référence à une troisième étoile, Sirius C, dont l'existence a été suggérée par les astronomes mais non encore confirmée. Dans leurs traditions orales, les Dogons décrivent Sirius B comme une étoile petite et lourde, une description précise d'une naine blanche. Ils l'appellent Potolo, ce qui signifie commencement profond ou graine de la création, et soulignent son importance dans leur récit d'origine. Des chercheurs comme Robert Temple ont suggéré dans le mystère Sirius 1976 que les Dogons auraient pu recevoir ce savoir d'êtres extraterrestres connus sous le nom de Nomos. Dans la mythologie Dogon, les Nomos sont décrits comme des créatures amphibies ressemblant à des poissons venus de Sirius qui ont transmis leur sagesse aux Dogons. La cérémonie du Sigi est l'un des rituels les plus importants de la tribu, célébré tous les 60 ans pour coïncider avec l'orbite de Sirius B autour de Sirius A. Au cours de cette cérémonie élaborée, des masques en bois finement sculptés sont portés lors de danses traditionnelles, symbolisant leur lien avec la création et le cosmos. Numéro 18. Le mouvement du prince Philippe est une secte religieuse unique pratiquée par le peuple Kastom, notamment dans les villages de Yaonanen et Yakel, sur l'île de Tana au Vanuatu. Dans ce système de croyance, le prince Philippe est vénéré comme une figure divine, considéré comme la réincarnation d'un ancien guerrier ayant quitté l'île il y a longtemps pour combattre. Les adeptes de ce mouvement, souvent décrits comme un culte du cargo, mêlent croyances traditionnelles et éléments du christianisme. Ils considèrent le prince Philippe comme un chef spirituel et l'incarnation prédite de leurs valeurs culturelles, connues sous le nom de Kastom, qui privilégia la paix et la communauté. Jusqu'à sa mort en avril 2021, les villageois le priaient quotidiennement, implorant des bénédictions pour leur récolte d'igname et de bananes. Après sa disparition, ils l'ont pleuré comme une divinité déchue et ont organisé des rituels témoignant de leur profonde vénération. On suppose que leur attention pourrait désormais se porter sur le roi Charles III, le fils du prince Philippe, qu'ils pourraient commencer à vénérer comme le fils de leur dieu. Numéro 17. La tribu Surma, aussi connue sous le nom de Suri, est composée de communautés ethniques résidant principalement dans la vallée de l'Omo en Éthiopie et certaines au Soudan du Sud.
Elles sont réputées pour la richesse de leurs pratiques culturelles, notamment la tradition du plateau à lèvres. Lors de ce rite de passage, les femmes se soumettent à un processus consistant à percer la lèvre inférieure et à l'étirer progressivement pour y loger un disque, généralement en argile ou en bois. Cette tradition débute généralement vers l'âge de 15 ans et est considérée comme un symbole de beauté, de fertilité et de statut social au sein de la communauté. Le processus commence par l'insertion d'une petite tige ou d'un disque en bois qui est progressivement remplacé par des disques plus grands. Cet étirement peut prendre des mois, voire des années. La lèvre peut finalement accueillir des plateaux d'environ 30 cm de diamètre, bien que la taille finale varie selon les préférences personnelles. Numéro 16. La tribu Kayan Lawi, aussi connue sous le nom de Padaung, est réputée pour sa tradition particulière de porter des anneaux de cou en laiton. Cette pratique est principalement observée chez les femmes de la tribu, qui commencent à les porter dès leur plus jeune âge, parfois dès l'âge de 5 ans. Au fil du temps, d'autres anneaux sont ajoutés, créant l'illusion d'un cou allongé. Cette tradition n'est pas seulement esthétique, mais revêt une profonde signification culturelle en tant que symbole de beauté, d'identité et de statut social au sein de la tribu. Plus une femme porte d'anneaux, plus son statut social est élevé. En raison de cet effet visuel, ces femmes sont souvent appelées femmes girafes. Il est important de noter, cependant, que les anneaux n'étirent pas réellement le cou. Au contraire, ils appuient sur la clavicule et les côtes supérieures, donnant l'illusion d'un cou plus long. Malgré les perceptions extérieures qui la trouvent étrange ou douloureuse, cette pratique reste une tradition fière et significative pour de nombreuses femmes Kayan. Numéro 15. La tribu Satere Mawe, située en Amazonie brésilienne, pratique un rituel douloureux au cours duquel de jeunes garçons prouvent leur courage grâce à l'initiation aux fourmis balles. Le rituel commence par la collecte de fourmis balles, connues pour leurs piqûres d'insectes parmi les plus atroces au monde. Des garçons de 12 ou 13 ans s'aventurent dans la jungle pour capturer les fourmis. Les fourmis sont d'abord anesthésiées à l'aide d'un agent calmant naturel, puis tissées côté d'art vers l'intérieur pour former des gants en feuilles. Une fois les fourmis réveillées, les gants sont prêts à être utilisés et l'initié doit les porter pendant une dizaine de minutes. Durant ce temps, les fourmis piquent à plusieurs reprises le porteur, injectant un venin qui provoque une douleur intense, une paralysie temporaire et des tremblements incontrôlables. La douleur peut durer des heures, voire des jours, faisant de ce rituel non seulement une épreuve d'endurance physique, mais aussi de force mentale et de persévérance. Il symbolise la volonté du garçon d'assumer les responsabilités de l'âge adulte et du combat au sein de la tribu. Le rituel est répété plusieurs fois sur plusieurs mois, voire plusieurs années, jusqu'à la fin du processus d'initiation. Numéro 14. La tribu Bodi est une communauté indigène de la vallée de l'Omo, dans le sud de l'Éthiopie. Elle est connue pour ses pratiques culturelles uniques, notamment sa vision de l'image corporelle, où le surpoids est perçu comme un signe de beauté et de statut social. La cérémonie Kael, aussi appelée « cérémonie des hommes gros », est un événement annuel important qui marque le nouvel an Bodi. Au cours de cette cérémonie, de jeunes hommes célibataires rivalisent pour prendre le plus de poids possible sur une période de 3 à 6 mois. Leur alimentation se compose principalement d'un mélange de sang et de lait de vache, souvent complété par du miel. Durant cette période, les hommes vivent isolés, se consacrant entièrement à leur engraissement, s'abstenant de toute distraction et tentation physique. La cérémonie se conclut par un rassemblement festif où l'homme ayant pris le plus de poids est célébré et honoré comme un héros de la tribu. Numéro 13. La tribu Sa'a vit sur l'île de Pentecôte au Vanuatu, une île isolée du Pacifique Sud. Elle est célèbre pour sa tradition culturelle audacieuse, la cérémonie de plongée du Nagol, appelée Gol en langue locale CAA. Ce rituel ancien et dangereux est pratiqué par les hommes de la tribu qui sautent de tours en bois d'environ 20 à 30 mètres de haut, avec pour seule cheville des lianes attachées pour amortir la chute. Ce rituel est considéré comme un rite de passage et une épreuve de courage, mais sert aussi d'offrande aux dieux et de garantie d'une bonne récolte d'igname. Les hommes construisent ces hautes tours avec du bois de la jungle et des lianes, soigneusement conçues pour absorber l'impact de leur saut. Les plongeurs sautent à la tête la première, et les lianes doivent les arrêter juste avant qu'ils ne touchent le sol. Le but est de s'approcher le plus près possible de la terre sans la toucher, car on pense que cela bénit le sol et assure une récolte fructueuse. Numéro 12.
Les Miao à longue corne sont un sous-groupe de la minorité ethnique Miao, vivant principalement dans les régions montagneuses de la province chinoise du Guizhou. Ils sont réputés pour leurs coiffes de cérémonie élaborées, portées par les femmes lors d'événements importants. La coiffe Miao à longue corne est confectionnée à partir d'une combinaison particulière de matériaux, laine et lin, entrelacés de mèches de cheveux ancestraux, le tout enroulé autour d'une armature en bois ou en forme de corne. Cette tradition symbolise un lien profond avec les ancêtres, faisant de cette coiffe un précieux héritage transmis de génération en génération. Ces coiffes ornées sont généralement portées lors des festivals, des mariages et autres cérémonies importantes. Leur fabrication est un processus long et complexe, nécessitant un enroulement minutieux des matériaux autour de l'armature. Malheureusement, cette tradition est en voie de disparition en raison de la modernisation et des migrations qui ont réduit le nombre de praticiens. Numéro 11. La tribu d'Ani, dont les traces remontent à 1938, est connue pour sa riche culture et ses rituels de deuil saisissants. Elle vit dans les hautes terres reculées de Papouasie, en Indonésie, et pratique une tradition unique consistant à couper des parties d'un doigt en signe de profonde tristesse et de perte. Ce rituel, appelé Ikipaline, est principalement pratiqué par les femmes après le décès d'un proche, comme un mari ou un enfant. Il s'agit non seulement d'une expression physique du deuil, mais aussi d'une offrande spirituelle pour apaiser les esprits du défunt. Lors de ce rituel, un segment du doigt est sacrifié symboliquement pour exprimer le deuil. Ce sacrifice est effectué avec un soin cérémoniel afin de minimiser la souffrance physique. Il arrive que plusieurs segments de doigts soient manquants, chacun représentant une perte distincte vécue au cours de leur vie. Numéro 10. La tradition Charo est une pratique unique et culturellement significative chez les Peuls, un groupe ethnique nomade que l'on trouve principalement en Afrique de l'Ouest. Cette tradition implique une cérémonie publique de flagellation qui sert à tester le courage, l'endurance et la préparation au mariage. Le mot Charo signifie littéralement « flagellation » en dialecte peul. Au cours de la cérémonie, le futur marié est fouetté en public dans le cadre du mariage. La flagellation est pratiquée par les anciens de la tribu, ou flagellateurs, à l'aide de longs bâtons fins. Le marié est censé endurer la douleur sans montrer aucun signe visible de faiblesse. Cette démonstration de force physique et émotionnelle est considérée comme une condition préalable à un mariage réussi. La cérémonie Charo a généralement lieu lors d'occasions importantes, comme la récolte du maïs de Guinée pendant la saison sèche ou la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir. Pendant la cérémonie, le marié se tient debout, les mains le long du corps, et se balance souvent au rythme des tambours et des chants pendant la flagellation. Si le marié ne supporte pas la douleur, le mariage peut être annulé. Numéro 9. La tribu Chimbu, originaire des hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, est connue pour sa tradition de peinture corporelle squelettique. À l'origine, les Chimbu peignaient leur corps de motifs squelettiques pour intimider leurs ennemis en cas de conflit. Cette apparence fantomatique visait à créer l'illusion d'êtres ou d'esprits surnaturels, instillant peur et confusion chez leurs adversaires. La peinture corporelle revêt également une signification spirituelle, reflétant la croyance de la tribu dans les pouvoirs ancestraux et le monde des esprits. Aujourd'hui, les Chimbu perpétuent cette tradition lors de festivals culturels comme le Sing Sing, où diverses tribus se rassemblent pour mettre en valeur leurs coutumes par la danse, la musique et l'art. Les motifs squelettiques sont réalisés à partir de matériaux naturels comme l'argile blanche et la cendre, soigneusement appliqués au pinceau pour imiter la forme des os et des crânes. Lors de ces rituels, les participants portent généralement des vêtements minimalistes, souvent de simples pagnes de feuilles et d'herbes, pour accentuer l'effet squelettique. Numéro 8. La tribu Amar, originaire de la basse vallée de l'Omo en Éthiopie, est réputée pour sa cérémonie du saut de taureau, un rite de passage essentiel pour les jeunes hommes. Dernière étape d'un rituel d'initiation de 3 jours, un garçon, appelé Ukuli, doit sauter par-dessus une rangée de 7 à 10 taureaux castrés sans tomber. Réussir ces sauts prouve son courage et signifie qu'il est prêt à assumer les responsabilités de l'âge adulte, y compris le mariage. Toute la communauté se rassemble pour célébrer l'événement et des personnes viennent souvent de toute la vallée de l'Omo pour y assister. Le rituel du saut de taureau est une démonstration publique de force et d'agilité qui renforce les liens sociaux au sein de la tribu. Numéro 7.
La tribu Mentawai, originaire des îles Mentawai, au large de la côte ouest de Sumatra, en Indonésie, pratique une tradition remarquable de limage des dents, notamment chez les femmes. Cette procédure consiste à affûter les dents jusqu'à obtenir des pointes pointues. Les anciens de la tribu pratiquent cette procédure à l'aide d'outils en fer ou en bois aiguisés. L'absence d'anesthésiques ou d'analgésiques rend l'expérience extrêmement douloureuse. Les participants mordent un morceau de bois pour supporter la douleur, puis mâchent parfois des bananes vertes pour soulager la douleur. En général, 23 dents sont limées au cours de ce rituel de 30 minutes. Malgré la douleur, de nombreuses femmes acceptent volontiers cette procédure, car elle est un élément essentiel de leur identité culturelle. Dans la culture Mentawai, les dents aiguisées symbolisent la beauté et l'attrait, en particulier pour les femmes. On pense qu'elles renforcent leur charme et reflètent l'idéal esthétique de la tribu. De plus, ce rituel marque le passage à l'âge adulte et indique que l'on est prêt à assumer des rôles sociaux. Numéro 6. Les Hadzabe sont un groupe ethnique indigène de Tanzanie, vivant principalement autour du lac Eyasi, dans la vallée centrale du Rift. Ils comptent parmi les dernières véritables sociétés de chasseurs-cueilleurs au monde, avec une population estimée entre 1000 et 1500 personnes. Les Hadzabe ont conservé leur mode de vie traditionnel, entièrement basé sur la chasse et la cueillette. Ils se nourrissent d'animaux sauvages, de fruits de saison et de tubercules. La tribu est connue pour sa structure sociale égalitaire, où les ressources sont partagées entre tous les membres de la communauté. Leur culture est restée largement intacte, en partie grâce à leur relatif isolement des influences modernes. La chasse est un élément central de leur identité et de leur survie. Ils utilisent des outils et des techniques traditionnelles, notamment des arcs en bois, robustes comme l'olivier ou l'acacia, et des flèches à pointe de métal ou d'os. Certaines flèches sont traitées avec des poisons dérivés de plantes locales pour abattre plus efficacement les animaux plus gros. Lorsqu'ils chassent des proies plus grosses comme les babouins ou les antilopes, les chasseurs Hadzabe travaillent souvent en groupe et portent des peaux de babouins comme camouflage. Numéro 5. La tribu Bana, un groupe ethnique de la basse vallée de l'Omo, dans le sud-ouest de l'Éthiopie, est particulièrement connu pour sa tradition de marche sur échasse. Ils ont développé une technique unique, marcher sur des échasses pouvant atteindre 3 mètres de haut. Cette tradition est non seulement une démonstration d'agilité remarquable, mais a aussi des racines historiques. On pense que les jeunes hommes ont commencé à marcher sur des échasses pour se protéger des animaux sauvages lorsqu'ils gardèrent le bétail. Aujourd'hui, cette pratique est devenue une performance culturelle mettant en valeur l'équilibre et la dextérité, souvent appelée marche aérienne. Les jeunes hommes, en particulier les célibataires, sont les principaux adeptes de cette technique. Ils commencent généralement à apprendre à l'adolescence et acquièrent un grand respect en maîtrisant l'art de la marche sur échasse. Numéro 4. La tribu Mandari, un petit groupe ethnique du Soudan du Sud, est connue pour son lien étroit avec le bétail, qui est au cœur de sa culture, de son économie et de sa vie quotidienne. L'une de ses pratiques les plus remarquables est l'utilisation de l'urine de vache pour ses rituels d'hygiène et de beauté. Le matin, il est courant pour les membres de la tribu de se laver sous un jet d'urine de vache fraîche. Ils croient que l'ammoniac contenu dans l'urine a des propriétés antibactériennes, aidant à prévenir les infections et à garder la peau propre. L'urine de vache joue également un rôle majeur dans les routines de beauté des Mundari. L'ammoniac décolore et colore les cheveux en orange, une teinte considérée comme attrayante dans leur communauté. Les jeunes hommes, en particulier, trempent leurs cheveux dans l'urine de vache pour obtenir ce look. Outre ses vertus hygiéniques et cosmétiques, l'urine de vache est également utilisée comme insectifuge grâce à l'effet piquant de l'ammoniac. Dans le climat humide du Soudan du Sud, cette pratique est particulièrement pratique. En même temps, cela reflète le lien profond que les Mundari entretiennent avec leur bétail, symbole de richesse, de statut et d'unité. Numéro 3. Dans le sud de Sulawesi, en Indonésie, le peuple Toraja a une approche unique de la mort et du deuil. Lorsqu'un proche décède, le corps est parfois conservé au domicile familial pendant des mois, voire des années. Cela permet à la famille de se préparer à des funérailles somptueuses et respectueuses d'une grande importance culturelle. Durant cette période, le défunt est toujours traité comme un membre de la famille. On lui parle et on lui offre de la nourriture quotidiennement. Les funérailles elles-mêmes sont un événement social et spirituel majeur qui peut durer de plusieurs jours à une semaine entière.
Ces cérémonies sont soigneusement organisées et comprennent musique, festins, rituels et rassemblements de la communauté. L'offrande symbolique de bétail, symbole du statut social du défunt et en guise d'hommage, constitue un élément clé de l'événement. Traditionnellement, les corps étaient enterrés au pied des falaises dans des cercueils en bois, mais au fil du temps, cette pratique a évolué vers la création de niches funéraires dans les parois rocheuses. Aujourd'hui, les tombes familiales sont plus courantes. Dans la croyance Toraja, il est essentiel que l'esprit retourne au village ancestral. Si quelqu'un décède ailleurs, il est symboliquement ramené. Parfois, les Toraja pratiquent un rituel appelé Manene, au cours duquel ils nettoient, rhabillent et honorent leurs morts en signe d'amour et de respect éternel. Numéro 2. Le peuple Himba, originaire du nord de la Namibie, est connu pour ses coutumes culturelles uniques, notamment le partage des épouses, l'utilisation d'ocre rouge pour les cheveux et la peau, et une consommation d'eau limitée par les femmes. Dans la culture Himba, le partage des épouses est un accord mutuel ancré dans les valeurs de confiance et d'harmonie communautaire. Un homme peut offrir sa femme à un invité masculin en signe d'hospitalité. Cela n'est pas perçu comme une infidélité, mais plutôt comme un moyen de renforcer les liens sociaux et de maintenir la paix au sein de la communauté. Les femmes Himba sont particulièrement connues pour leur teint rouge vif et leurs coiffures élaborées. La couleur rouge provient de l'odjiz, une pâte à base de beurre et d'ocre rouge, hématite broyée. Ce mélange sert de crème solaire naturelle, protégeant leur peau du soleil brûlant et des vents secs du désert. La teinte rouge symbolise la terre et le sang, et les coiffures réalisées avec l'odjiz reflètent l'âge, le statut matrimonial et le nombre d'enfants. En raison de la rareté de l'eau dans les régions désertiques de Namibie, les femmes Himba ont adapté leurs pratiques d'hygiène. Elles évitent autant que possible de se laver à l'eau et utilisent plutôt l'odjiz pour se purifier. Elles prennent également des bains de fumée en brûlant des herbes aromatiques et en s'asseyant dans la fumée, à la fois hygiénique et spirituelle. Numéro 1. L'Adumu, communément appelée danse de saut Maasai, est un rituel culturel clé du peuple Maasai d'Afrique de l'Est, notamment au Kenya et en Tanzanie. À l'origine, l'Adumu était pratiqué par les jeunes guerriers pour améliorer leur habileté au saut, essentielle à la chasse et au combat. Au fil du temps, il est devenu une danse cérémonielle structurée qui joue un rôle central lors d'événements importants tels que les mariages, les cérémonies religieuses et les festivals. Lors du rituel Adumu, les jeunes guerriers, appelés Morani, sautent à tour de rôle aussi haut que possible, debout en cercle, en chantant en rythme. Cette danse se caractérise par de puissants sauts verticaux, accompagnés de chants traditionnels Maasai. Plus le saut est haut, plus le sauteur est réputé fort et agile. Voudriez-vous vivre dans une tribu? Et si oui, pourquoi? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.